Libérez Julian Assange. Libérez Julian Assange. Qui s'intéresse aux médias de grand chemin. Donc les grands médias, ceux que vous payez avec vos deniers, donc les médias privés, que ce soit France Télévisions, que ce soit Radio France, mais également tous les médias privés, ceux qui font la pluie, le beau temps. Donc toutes les chaînes privées, que ce soit TF1, CNews, que ce soit BFM, que ce soit Lagardère, et ainsi de suite. Donc Vigimedia s'intéresse au quatrième pouvoir, le pouvoir des médias. Ce quatrième pouvoir est vraiment important, même s'il n'est pas reconnu tel quel. Donc on parle évidemment de l'exécutif, du législatif, on parle du judiciaire, mais le pouvoir médiatique a vraiment une importance vraiment gigantesque en France et dans le monde. Le pouvoir médiatique, en fait, c'est le pouvoir d'informer les gens, c'est l'interface, finalement, qu'on va avoir avec le public. Et ça va être le moyen de diffuser des informations, diffuser des idéologies à la population de façon massive. Aujourd'hui, en France, donc, on a des médias publics et privés. Et donc, Vigimedia, eux, nous intéressons à venir les voir et faire respecter ce qu'on appelle la Charte de Munich. Alors, la Charte de Munich, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et d'ailleurs, certains journalistes eux-mêmes ne le savent pas. La Charte de Munich, c'est un texte qui va donner en fait les droits et les devoirs des journalistes. Donc c'est une charte déontologique qui va notamment interdire aux journalistes de mentir, qui va interdire aux journalistes de faire de la propagande, qui va interdire aux journalistes de se transformer en publicitaires, qui va également leur interdire d'aller rechercher des sources de façon illicite, qui va les interdire de faire de la diffamation, et ainsi de suite. Mais c'est aussi un texte qui est là pour aider les journalistes à se protéger au sein des organisations, donc en l'occurrence des médias dans lesquels ils vont travailler. Madame Adèle Van Riet, qui est directrice de France Inter, a dit que tout le monde était le bienvenu sur France Inter, excepté certaines personnes. Donc tout le monde, c'est tout le monde. On ne peut pas dire le en même temps comme le fait notre cher... j'ai bien du mal d'ailleurs à prononcer son nom, notre cher président de la République Macron. Ça c'est sa technique, le en même temps, c'est je dis une chose et après je dis son contraire. Eh bien à Radio France on fait pareil, on dit que tout le monde est le bienvenu sauf certaines personnes, donc c'est pas tout le monde. Donc voilà, nous vous invitons à faire également, pourquoi pas, pression auprès de cette radio pour leur dire qu'il n'est pas normal justement qu'il y ait un blacklisting. Tu veux rajouter ? Ouais. Donc les médias sont vraiment importants parce que vous allez vous dire, est-ce que vous avez confiance aux médias ? Et c'est vrai que quand on pose la question au public, et il y a des sondages d'ailleurs qui sont faits là-dessus, on se rend compte qu'année après année, les Français croient de moins en moins aux médias. Donc en fait, les Français de plus en plus ont l'impression qu'on leur ment, qu'on les désinforme. Et donc de plus en plus de personnes vont se désintéresser des médias. Néanmoins, les médias continuent à avoir une influence très importante. C'est-à-dire que même si vous ne regardez plus la télévision, si vous en avez marre en fait de ces journalistes de plateau qui vous dictent en fait ce que vous devez penser, malgré ça, même si vous ne les écoutez plus, ils vont en fait vous retomber dans les oreilles d'une façon ou d'une autre. Alors ça va être à la machine à café, au boulot, c'est-à-dire que c'est eux qui vont dicter finalement les grands sujets. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que il y a toujours en fait des sujets qui seront traités vraiment par l'ensemble des médias. Il se passe énormément de choses dans le monde, il se passe des choses positives, il se passe des choses négatives. Et on se rend compte en fait que tous ces grands médias s'accordent toujours, ils accordent leur violon pour parler toujours des mêmes sujets. En même temps, pour finalement faire passer des idées. Et ce qui est très dangereux en fait, c'est que progressivement, pierre après pierre, ils vont construire une certaine idéologie qu'ils vont en fait vendre aux Français. Alors évidemment, il y a des médias quand même assez différents les uns des autres. On a beaucoup de médias privés, on a des médias publics. Néanmoins, on se rend compte que même si, bon voilà, chacun a un peu sa ligne éditoriale, et ce qui est tout à fait normal, et d'ailleurs on encourage les Français à s'intéresser, à écouter toujours plusieurs types de médias différents pour se faire une image de la réalité, c'est-à-dire avoir différents points de vue et comprendre ce qui se passe véritablement dans le paysage français. Mais malgré ça, on se rend compte que tous ces grands médias bien placés, que ce soit encore une fois les médias publics ou privés, ces médias qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, il y a certains sujets qui ne vont jamais évoquer, certains sujets qui ne vont jamais défendre.
Ces derniers temps, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on vous a vendu vraiment l'idée que y avait la pauvre Ukraine qui était attaquée par la grande méchante Russie. Alors on ne dit pas que c'est le contraire, on ne dit pas qu'il y a la belle Russie et la méchante Ukraine. Mais en fait, le problème, ce qui nous ennuie, c'est qu'il n'y a pas de débat finalement sur l'antenne publique, et on aimerait en fait avoir différentes visions. Et en fait, on se rend compte, et ça s'est passé il y a un moment déjà, on a censuré finalement toute voix dissidente sur ce sujet. Il y a un sujet également sur lequel les Français sont de moins en moins dupes, mais qui est encore très peu développé dans les médias, c'est le sujet de l'Union européenne. De plus en plus, les Français voient qu'il y a un véritable problème avec cette instance qui est de moins en moins démocratique. En tout cas, les Français se rendent compte finalement que c'est un système qui n'est pas démocratique, qui est directement régi par la Commission européenne. Et en fait, c'est un sujet sur lequel on n'a pas le droit de parler. Donc voilà, nous on aimerait bien avoir des véritables débats. On ne dit pas qu'on ne veut pas que certains ne s'expriment pas, on veut simplement qu'il y ait un véritable équilibre et que les Français puissent se faire un avis par eux-mêmes en écoutant les arguments pour, contre, et surtout qu'il y ait des débats. Et ça c'est vraiment très important parce qu'on nous parle, on nous ressasse sans arrêt que nous sommes en démocratie. Nous considérons que nous ne sommes pas en démocratie. Pourquoi ? La démocratie c'est le peuple qui dirige. Mais la démocratie c'est aussi le peuple qui dirige en toute conscience. Pour diriger en toute conscience, le peuple doit être capable d'avoir une information qui est juste, doit être capable finalement d'entendre les opinions pour, contre, doit être capable même d'en débattre, de prendre le temps de faire ceci, et surtout dans une véritable démocratie, c'est le peuple qui gouverne, ce n'est pas le peuple qui va donner tout l'ensemble de son pouvoir à différentes personnalités qu'ils vont élire, et donc là c'est là vraiment qu'on fait la différence, et qu'on appuie bien là-dessus, la différence entre voter et élire. Quand on élit, on vote. Mais quand on vote, on n'élit pas forcément. Élire, en fait, c'est donner finalement sa responsabilité à quelqu'un, à une personne ou à un groupe. Voter, c'est donner son avis réel sur une chose. Je ne sais pas, alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont trop jeunes pour avoir véritablement connu les derniers référendums qu'on a eus en France. Et ça, c'est de la démocratie, un référendum. Un référendum, c'est le peuple qui va s'exprimer sur un sujet donné et qui va donc, de façon générale, par la majorité, inscrire son opinion dans le pays. Et on se rend compte que, malheureusement, le référendum, aujourd'hui, n'est pas directement... donc déjà, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Le dernier qu'on a eu, c'était en 2005, et donc c'était par rapport justement au traité de Rome, par rapport à l'Union européenne. Les Français ont voté contre. 2 ans plus tard, Sarkozy l'a fait passer par une autre voie, et donc a bafoué le choix des Français. Donc c'est pour ça qu'on parlait aussi de l'Union européenne tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qui nous titille un petit peu. On avait eu avant donc, le référendum qui nous faisait passer du septennat au quinquennat. Et surtout, en fait, on se rend compte que pendant ces référendums, il y avait une couverture médiatique. Et la couverture médiatique n'était pas du tout égale. Et malgré ça, donc en 2005, malgré le fait que la majorité des médias, la majorité des politiques reconnus et médiatisés étaient donc pour ce texte, les Français ont voté contre. Donc ça voulait dire qu'à cette époque-là, les Français continuaient à avoir du débat entre eux. Il y avait ce qu'on appelle l'état d'esprit de bistrot, dans lequel on pouvait échanger. Il y avait l'état d'esprit dans les familles, de débat. Il y avait une façon de penser. Et malgré donc finalement cette propagande, les Français ont voté contre. Aujourd'hui, on se rend compte que non seulement on ne nous donne plus la possibilité de faire de référendum, et donc c'est pour ça que nous souhaiterions avoir ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que ce ne soit pas la question qui soit donnée directement par le haut, donc en l'occurrence par le président de la République et le Premier ministre, ou par le Parlement, mais que ce soit le peuple qui décide en fait des questions de société qu'il a envie de faire avancer. Et pour avoir en fait ensuite un référendum qui fonctionne correctement, on a besoin d'avoir une période de débat dans laquelle les médias sont là justement pour faire la promotion du pour, faire la promotion du contre, et ensuite que chacun se fasse son avis par lui-même. Et ce qui sera encore mieux, c'est même d'avoir des espaces de débat citoyens dans lesquels chacun puisse, par exemple le dimanche, ou même voir sur les heures de travail, on pourrait être rémunéré pour ça, prendre le temps de discuter de ces sujets et se poser vraiment des questions de société.
Et donc on en revient aux médias, parce que voilà, Vigimedia s'intéresse quand même à ce pouvoir-là, ce quatrième pouvoir des médias. Et donc on souhaiterait que ce pouvoir soit également directement contrôlé. Donc comme tous les pouvoirs devraient être contrôlés, parce que toute puissance, tout pouvoir s'arrête là où il trouve des limites. Et donc malheureusement aujourd'hui on se rend compte que de par la constitution qu'on a, les différents pouvoirs ne trouvent plus de limites. Ou alors les limites qu'ils trouvent, ce sont les limites de leurs propres amis, et donc il y a des véritables conflits d'intérêts. Donc on souhaiterait que les médias, parmi les autres pouvoirs, soient directement contrôlés par des instances citoyennes. Donc on pourrait avoir par exemple des citoyens qui sont tirés au sort et qui régulièrement tournent et vérifient en fait si les médias arrivent à parler de tous les sujets, arrivent à avoir des débats qui sont équilibrés, ne pas trop porter une voix par rapport à une autre. Voilà. Donc on est en train de réfléchir évidemment à un monde meilleur. On se rend compte que la France est en train de sombrer sur tous les plans aujourd'hui, évidemment sur l'économique, sur le social, sur finalement même jusque dans le comment dire, le côté un petit peu totalitariste que prend le pays avec par exemple la reconnaissance faciale qui est en train de se mettre en place, avec ces Jeux Olympiques qui arrivent, avec la surveillance aussi sur Internet massive, avec la volonté de contrôler l'ensemble de l'information et la façon dont les gens vont discuter entre eux. Donc on est vraiment dans un monde qui est en train de dégénérer. Et malgré ça, finalement, ça fait que le public, petit à petit, ouvre les yeux, se rend compte de ce qui est en train de se passer, et est en train de réfléchir, mais on pourrait construire un monde qui est bien meilleur. On pourrait construire un monde merveilleux, et pour l'instant, voilà, on a un pouvoir qui nous l'empêche, mais on est en train de réfléchir en fait à la suite. On pourra vraiment développer le pays avec une dynamique qui est incroyable, dès lors qu'on arrivera à se débarrasser de ces gens-là. Donc pour l'instant, on est en préparation. Ça commence évidemment dans l'opinion publique, ça commence dans la réflexion au cœur de chacun. Donc on invite chacun par lui-même à essayer de comprendre ses enjeux, de les travailler et surtout d'échanger, de discuter avec ses proches et de débattre les sujets sur lesquels on n'est pas forcément tous d'accord, mais sur lesquels justement on a besoin de débattre pour faire avancer les choses et se comprendre surtout. Ce journaliste, fondateur de Wikileaks, qui est emprisonné depuis de nombreuses années maintenant dans la prison de haute sécurité à Belmarsh en Angleterre, a tenu ses propos. Une des choses que j'ai découvertes, c'est que presque toutes les guerres qui ont eu lieu au cours des 50 dernières années ont été le résultat de mensonges médiatiques. Les médias auraient pu mettre fin à ces guerres s'ils avaient cherché à savoir, s'ils n'avaient pas accepté la propagande du gouvernement. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, en principe, les gens n'aiment pas la guerre. Pour leur faire accepter la guerre, il faut les tromper, les manipuler. Autrement, les populations ne s'engagent pas consciemment et volontairement dans des conflits armés. Donc si nous avions un bon environnement médiatique, nous aurions aussi un environnement pacifique. Notre ennemi numéro 1, c'est l'ignorance. Je crois que ça devrait être l'ennemi numéro 1 de tout le monde. Le fait de ne pas comprendre exactement ce qui se passe dans le monde. Ce n'est que lorsqu'on commence à comprendre qu'on peut prendre de bonnes décisions sur comment mener sa vie. Maintenant, la question c'est, qui a intérêt à promouvoir l'ignorance ? Les organisations qui ont des choses à cacher. Et ce sont ces organisations qui déforment la vraie information, en la faisant passer pour de la fausse information. Les médias font partie de ces organisations qui faussent la réalité. Je pense vraiment que les médias en général sont tellement mauvais que nous devrions nous demander si nous ne vivrions pas mieux sans eux. Et nous de vous déranger au moment où vous faites vos emplettes, vos petites courses, en toute innocence et en n'ayant certainement pas envie d'entendre des gueux vous expliquer que tout va mal dans ce pays et qu'il serait temps de faire la révolution. C'est un peu fatigant, personne n'a vraiment envie de la faire et pourtant il y a urgence à la faire. Il se trouve que nous avons quelqu'un qui a bénéficié d'une propagande éhontée par les grands médias privés et publics pour nous faire élire. La majorité des Français n'ont pas voté pour lui et pour une bonne raison, c'est que personne ne voulait d'Emmanuel Macron. Plus encore pour le second tour. Et il se trouve qu'il a été élu. Et vous n'avez pas vu ces vrais opposants dans les médias, vous ne les avez pas entendus. Les gens qui parlaient de sortir de l'Union européenne, vous ne les connaissez pas. Les gens qui parlent de sortir de l'OTAN, vous ne les connaissez pas.
les intellectuels et politiques qui disent qu'il faut cesser les sanctions et livraisons d'armes et de munitions dirigées contre la Russie, vous ne les connaissez pas. Toutes les personnes en fait qui ont des opinions contradictoires à ce qui est véhiculé par la Doxa, nuit et jour, 24 heures sur 24, par nos grands médias publics et privés, tous ces gens qui véhiculent des opinions contradictoires, vous ne les connaissez pas. Et de fait, vous n'êtes pas des citoyens qui pouvaient voter en conscience puisque vous ne connaissez pas l'alternative. Et d'ailleurs, l'alternative ne peut même pas accéder aux élections, puisque pour accéder aux élections, encore faut-il avoir un petit peu de promotion médiatique pour expliquer qui l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on pense, de telle façon à susciter des gens, une envie de voter pour soi, pour des gens qui vous découvrent. Nous avons donc des médias de propagande qui nous ont vendu la Macronie, qui nous ont vendu le totalitarisme au nom du Covid. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de scientisme, on a eu des gens qui ont Bac+8, Bac+10, et qui sont des crétins circulaires, et qui au nom de leur haute autorité, leur diplôme, etc., ont dit il va falloir bâillonner les Français en bonne santé, il va falloir leur interdire de circuler librement, il va falloir les interdire de travailler, de faire ce qu'ils veulent, et avec les impôts des Français, on va indemniser ceux qui n'ont plus le droit de travailler. Ça, c'est ce qui a été fait. Nous sommes actuellement à 3 000 milliards de dettes de la France. Elle a augmenté de 1 000 milliards sous Macron, notamment à l'ère du Covid, parce qu'il fallait indemniser les gens qu'on a forcés au chômage, alors qu'ils pouvaient travailler. Alors, je vais vous rassurer, la démographie française n'a pas été impactée par le vilain petit Covid. Tout va très bien, la croissance démographique s'est perpétuée durant les années 2022-2023. Les effets du terrible virus du Covid ont été tout à fait marginaux. Et oui, comme tous les virus, comme toutes les bactéries pathogènes, si vous êtes très malade, très vieux, vous risquez d'en subir les conséquences si vous êtes affecté par ce genre de pathogène. Mais si vous êtes en bonne santé, que vous êtes jeune, eh bien en général, les virus et les bactéries, quand bien même elles sont pathogènes, vous les sentez même pas passer. Ah oui, elles vont passer par votre corps. Hein. Nous avons 3 kilos de bactéries dans le corps. Et pour autant, on n'est pas malade. Ce qu'on appelle les bactéries commensales. Et donc, on a plein de bactéries et de virus qui sont aussi tout à fait pathogènes dans notre organisme. Et en fait, ça devient pathogène si l'organisme est épuisé. C'est pour ça qu'on parlait de cas asymptomatiques. C'était la majorité. Et c'était même très bien, parce que ça voulait dire que le virus, passant d'organisme en organisme, était en train de muter, et sa virulence était en train de s'atténuer au fur et à mesure qu'elle passait dans nos organismes. Mais il fallait vendre des petits vaccins. Vous vous rappelez nos fameux vaccins du Covid? Alors, il n'y a pas eu de conflit d'intérêt entre cette pute de Van der Leyen, vous la connaissez pas bien, elle est à la Commission européenne, et les laboratoires Pfizer, parce que, comme vous le savez très bien, les actionnaires des grands laboratoires pharmaceutiques sont des gens bien intentionnés, bienveillants, qui sont tout à fait désintéressés, ils ne pensent qu'à notre santé, pas du tout au pognon. Si vous croyez que les actionnaires des grands laboratoires pharmaceutiques sont intéressés au pognon, vous êtes vraiment des gens vénaux avec des pensées complotistes. Vraiment. Donc non, c'était pas du tout des histoires de conflits d'intérêts, de corruption qui ont suscité toute cette politique d'ingénierie sociale qui visait à abolir nos libertés fondamentales. Je vais quand même vous donner des lois que nos journalistes n'ont pas citées, ni même nos politiciens. L'article 16 du Code civil dispose que les Français décident librement de tous leurs choix de santé. Tous. Il n'y a personne qui peut nous imposer un quelconque choix de santé. Si nous ne voulons pas une piqûre, si nous ne voulons pas des médicaments qui préviennent une maladie ou qui la guérissent, eh bien tant pis pour nous. C'est notre problème, c'est notre choix, c'est une garantie, c'est une liberté civile qui est d'ordre public et qui est sanctuarisée dans l'article 16 du Code civil. Article 16 qui a été totalement violé, impunément, sans problème, sans que quelqu'un s'y oppose, sans que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ou le Parlement fassent opposition. Nous avons créé un État totalitaire, et je vais vous rappeler la définition d'un État totalitaire, du totalitarisme. Le totalitarisme, c'est une forme de despotisme qui va, modifier les comportements des gens. Or, quand on vous a dit « ayez peur !» mettez
votre muselière sur la gueule, dans le train, au travail, partout, dans les lieux publics, dehors, mettez un bâillon sur la gueule. Et vous disiez, mais moi je veux pas avoir une amende, c'est pas que je suis d'accord ou pas, que j'y crois, mais je veux pas d'amende, donc je vais mettre mon petit bâillon, je suis un citoyen très sage, je veux pas de problème. Vous avez donc modifié votre comportement, vous avez eu un comportement qui n'était pas naturel, qui n'était pas le vôtre, parce que le politique l'a exigé de vous en faisant du chantage. Ça s'appelle du totalitarisme. C'est la définition exacte. La France est devenue un État totalitaire. Aujourd'hui, quel est le grand sujet? C'est la guerre. On pensait que c'était fini, d'ailleurs on nous l'avait bien vendu. On nous avait dit l'Union européenne c'est un projet bisounours de paix entre les peuples. Mais bien sûr dans le projet bisounours, il y a des peuples qui ne sont pas invités. La Russie. Pourtant quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en Russie, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est aller voir les Européens et dire « Moi ça m'intéresse, votre Union européenne, je veux bien rentrer dedans ». Est-ce que la Russie pourrait rejoindre l'Union européenne, voire même rejoindre l'OTAN? Il avait été un peu audacieux à l'époque. Et ça, c'est très peu de temps après l'éclatement de l'URSS et sa prise de pouvoir. Eh bien, on lui a dit non. On lui a dit non. Et il y a un mec dont les journalistes vous parleront jamais, qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Ce type est mort. C'était un grand géopolitologue américain, un conseiller du département d'État américain. Et c'est lui qui a un petit peu inventé la politique de containment, d'endiguement si vous préférez. Le principe, c'est les États-Unis sont donc un empire et ils ont des larbins, des vassaux. Ces larbins, c'est le Japon. Ils lui ont foutu une bombe nucléaire sur la gueule, ça aide un petit peu à les asthmater. Et c'est aussi certains pays du Moyen-Orient pour des histoires de pétrole et évidemment les États européens. Donc aujourd'hui, la France, c'est un État larbin des États-Unis. Tout ce que les États-Unis réclament, Macron, le doigt sur la couture, il dit oui. Il va même au-devant de ce que demandent les États-Unis. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Parce que vous n'aurez pas la vraie histoire. L'Ukraine, ça a moins de 100 ans d'histoire. Ça a moins de 100 ans. L'État ukrainien n'existe que depuis 1922. Et encore, c'était même pas un État indépendant et souverain puisqu'il était dans l'URSS. C'est à l'occasion de la création de l'URSS que l'État ukrainien a été formellement constitué. Et il est devenu indépendant un peu comme l'Algérie, c'est-à-dire que quand l'URSS a éclaté, eh ben ça a été comme la création de l'Algérie, la France s'est retirée, voilà. Nous avons un État indépendant nouveau qui est créé. Et donc, il faut savoir que quand on remonte un peu plus loin dans l'histoire, l'Ukraine n'existait pas il y a 800 ans, 1000 ans, par contre la Russie, oui. Et la France avait déjà de très longues relations, des relations très suivies et très étroites avec la Russie. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, ils se souviendront de la fameuse Anne de Kiev qui a été mariée à un de nos rois de France. Et ça fait plus de 800 ans déjà. Ça date de loin. Et puis, pour ceux qui vraiment aiment l'histoire, ils sauront que la ville russe d'Odessa, actuellement en Ukraine, construite sous l'empire de Catherine II, eh bien c'est un Français, le duc de Richelieu, qui a contribué à bâtir cette ville. C'est d'ailleurs aussi un autre Français qui a contribué à bâtir la ville de Saint-Pétersbourg. C'est vous dire si les relations entre la Russie et la France sont quand même anciennes. Et pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, ils savent que si aujourd'hui on ne parle pas allemand, c'est grâce à la Russie. Puisque nos ennemis séculaires ont toujours été les Allemands. Les poussées de fièvre germanique, ça a toujours eu lieu à travers l'histoire. Et à chaque fois, les Français ont dû les contenir, voire riposter. Et on a toujours besoin d'alliés dans ce genre de guerre, malheureusement. Et ce qui est bien, c'est des alliances de revers. C'est-à-dire, vous regardez la géographie, nous sommes à l'ouest de l'Allemagne, la Russie est à l'est. C'est très pratique quand il y a deux guerres mondiales où l'Allemagne est l'ennemi, en clair, puisque nous sommes chacun du bon côté de ses frontières pour pouvoir la contenir et la calmer. Donc c'est très bien en fait d'être amis avec la Russie parce que ça nous permet de calmer un ennemi séculaire, prévenir ses volontés guerrières par tout simplement une politique de containment comme le font les Américains. Et il se trouve aussi que les Russes c'est un gigantesque fournisseur de matières premières, notamment de gaz. Et la France a investi 1 milliard d'euros dans le gazoduc Nord Stream. Vous savez, c'est le gazoduc que les Américains voulaient absolument démolir. Nous, c'est pas nos intérêts, puisque si on a investi 1 milliard dans Nord Stream, c'était bien pour approvisionner à pas cher avec des contrats de long terme,
nos industries, le chauffage des Français en gaz russe, c'est-à-dire de proximité, qui est facile à transporter, pas cher et pour longtemps. Donc notre intérêt n'était pas que ce gazoduc explose. Et il a été détruit par les États-Unis d'Amérique. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que les États-Unis sont responsables de la destruction de ce gazoduc, ce qui relève d'un acte de guerre contre la France, puisque des infrastructures françaises ont été démolies, enfin financées par les Français et qui servent les intérêts français, ont été démolies par les Américains. Les Américains ont aussi envoyé en 2014 une pétasse qui s'appelle Victoria Nuland. Vous n'en entendrez pas parler dans les médias, parce que dès qu'il s'agit de parler des va-t-en-guerre, des néoconservateurs, des enfoirés, en clair, on n'en parle pas. Et cette pétasse de Victoria Nuland, secrétaire d'État aux affaires européennes dans l'appareil d'État américain, elle est venue en 2014, au moment où il y avait cette révolution fantoche appelée Euromaidan, où elle avait déjà expliqué à cette époque-là que ça faisait plusieurs années, bien avant 2014, que les États-Unis balançaient des milliards et des milliards vers des factions très énervées en Ukraine qui voulaient renverser Yanukovych et ses prédécesseurs. Et bingo, ils ont réussi en 2014. Parce qu'il faut savoir qui ont financé les Américains. Victoria Nuland, elle s'est fait prendre en photo avec un mec qui s'appelle Oleg Tyanibok. Ah oui, lui aussi, je suis sûr que vous en avez jamais entendu parler dans nos médias de ce cher Oleg. Oleg Tyanibok, c'est un néo-nazi ukrainien. Vous savez, c'est un néo-nazi qui n'existe pas, dont il ne faut pas parler, qui n'existe vraiment pas. C'est une mystification russe. Mais non, en fait, c'est un vrai néo-nazi, un dur, un très, très dur, qui, à l'origine du parti Svoboda, c'est-à-dire liberté en russe, c'est assez rigolo. Donc c'est un parti anti-russe, néo-nazi, antisémite, et il a fait plein de petits, notamment des milices comme Pravi Sector. Je ne sais pas si vous connaissez Pravi Sector, vous connaissez sans doute Azov, parce que vous en avez entendu parler dans les médias un petit peu. Le Pravi Sector, c'est notre milice néo-nazi qui a été financée par un oligarque ukrainien, enfin, il est chypriote, ukrainien, israélien, il a fait les trois, le mec. Et donc lui, il a financé, en tant qu'Israélien, donc juif, un bataillon néo-nazi qui s'appelle Pravi Sector et qui a fait des exactions dans le Donbass pendant 8 années. Pendant 8 années, des gens se faisaient tuer en Ukraine. Des Ukrainiens se faisaient tuer par des milices politiques et par des militaires ukrainiens. C'est ce qui a déclenché la révolution, l'insurrection. Pourquoi ? Parce que la moitié de l'Ukraine, du fait de son histoire récente, du fait de sa longue histoire russe sur une part du territoire, elle est pour moitié russe. Et que toute la moitié russe, politiquement, ça ne pouvait pas passer de voir des exactions contre eux, de voir leur langue attaquée et interdite par le nouveau régime ukrainien, de voir des néo-nazis se balader impunément, être soutenus par les Occidentaux, c'était trop. Ils se sont révoltés. Et pour vous donner une analogie, pour bien comprendre ce qu'est le conflit ukrainien, imaginons que demain, nos gentils amis allemands, vous savez, il paraît qu'on est vraiment très amis, financent des nasillons de flamands en Belgique afin de renverser le gouvernement belge et placer à la place des nationalistes flamands. Et ces nationalistes flamands donc prennent le pouvoir avec l'aide d'une puissance étrangère qui est très hostile à la France et qui le fait savoir. Ces nationalistes flamands sont très hostiles à la France et aux francophones. Et ils commencent à voter des lois pour interdire la langue française dans toute la Wallonie et dans tout l'espace francophone de Belgique. Et ils commencent à tuer des Belges, à les cramer, à faire des exactions, des politiques de répression permanente. Et nous, qu'est-ce qu'on ferait ? Si on est cohérent, en tant que Français, ça va nous faire un petit peu chier que des nationalistes flamands viennent attaquer, agresser, liquider des gens du Hainaut et de Wallonie, parce que pour nous, nous les considérons comme des frères. Nous partageons la même langue, une histoire commune, des valeurs, des cultures, enfin voilà. Si des Wallons se font zigouiller par des Flamands, on va intervenir. Et voilà ce qu'a fait la Russie. La Russie, en fait, est tout simplement intervenue pour protéger ses frères du Donbass. Vous avez certainement peu entendu parler dans les médias de l'incendie dont on fête les 10 années de la maison des syndicats à Odessa.
Donc là, c'était des petits nazis ukrainiens qui n'ont jamais été poursuivis, qui n'ont jamais été attrapés, qui ont fait cramer un énorme bâtiment dans la ville d'Odessa, où en fait des gens s'étaient réfugiés, des russophones, parce qu'ils s'étaient fait poursuivre par ces nazis dans la rue, après un match de foot. Et des dizaines et des dizaines de personnes ont été brûlées vives dans ce bâtiment. Ça, c'est les valeurs de l'Ukraine. La belle nouvelle Ukraine. Et c'est très intéressant aussi parce que paraît-il que donc son gouvernement est nationaliste, patriote, etc. Je rappelle que les branleurs nationalistes ukrainiens, les branleurs nationalistes ukrainiens sont ces mêmes gens qui disent en fait il faut déposséder notre peuple de sa souveraineté et son indépendance en intégrant l'Union européenne, cette nouvelle URSS. Parce que j'espère que chacun a bien conscience que l'Union européenne est une autre URSS. Nous n'avons plus le droit de souveraineté, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit sur la politique budgétaire, les droits de douane, nos affaires étrangères, nos politiques militaires. Les Français, et comme tous les autres Européens, n'ont plus rien à dire par rapport à leurs propres intérêts, puisque c'est Bruxelles qui détermine ce que l'on doit faire. C'est une nouvelle URSS. Et donc les Ukrainiens qui disent nous on est patriotes, on a les valeurs de l'Occident, etc. On est des petits larbins des États-Unis en réalité. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors que leur pays était devenu complètement indépendant à la sortie de l'URSS, totalement indépendant. Ils n'avaient plus de compte à rendre à personne. Leur peuple était totalement souverain. Eh ben non, ils ont dit on va rejoindre une nouvelle URSS. On va déposséder notre peuple de sa souveraineté monétaire, économique, budgétaire, commerciale, de ses intérêts propres en termes de diplomatie, d'affaires militaires. On va faire ce qui a été fait pour les Français et d'autres peuples qui se sont fait enfermer et truander dans cette Union européenne au nom de belles valeurs patriotiques et occidentales. Et ils sont prêts à faire une guerre pour ça. Au nom d'une idéologie atlantiste de larbin, ils sont prêts à saigner leur peuple. 500 000 morts en Ukraine, 500 000 morts. Alors nous on s'en fout, on est loin. Et quand on entend les bobos, les gentilles personnes qui nous disent au nom des belles valeurs, vous entendrez toujours ce mot, les valeurs, au nom des valeurs. Il faut envoyer des armes, toujours des armes, des munitions, toujours des munitions. Allez les Ukrainiens, saignez, saignez pour l'Europe les Ukrainiens. C'est pas nous qui allons crever sous les obus et les drones. C'est notre bonne chair à canon ukrainienne à qui on envoie des armes. Allez, ferme ta gueule, on t'a mis un fusil dans les mains, on t'a mis des munitions, ne conteste pas, ne pars pas en arrière du front, ne fuis pas, va sous les obus, va tuer des Russes, c'est notre idéologie occidentale, nos si belles valeurs européennes. Et si jamais tu survis, si tu crèves pas sur le front, non seulement ton pays aura quand même perdu la guerre, on parle quand même de la Russie en face, hein. Faudrait peut-être un petit peu remettre les pendules à l'heure. Non seulement donc l'Ukraine, ton pays, aura perdu une partie de son territoire, qu'elle le veuille ou non, mais elle entrera dans cette nouvelle URSS qui vous a été vendue, l'Union européenne, où vous aurez plus de souveraineté, plus d'indépendance, plus de droit à votre autodétermination. C'est des étrangers de Bruxelles, des bourgeois, des multinationales qui vous diront ce qu'il faut faire. C'est donc le simple qui vous donnera des ordres. Voilà, c'est quoi la tragédie ukrainienne. Aussi, chers Français, quand on nous vend la guerre et quand on nous dit, quand un espèce de traître, un traître au sens du droit pénal, nous dit je vais envoyer des militaires français à Odessa, qu'est-ce que ça signifie en clair? Nous sommes déjà dans une guerre larvée contre la première puissance nucléaire au monde. La Russie, c'est la première puissance nucléaire au monde. Elle dispose d'ailleurs de technologies dont nous ne disposons pas. Elle a des missiles hyper véloces qui vont à plusieurs fois la vitesse du son. On appelle ça des missiles hypersoniques. Donc ça veut dire que si on veut jouer à un concours de bits avec la Russie pour savoir lequel d'entre nous va faire atteindre en premier sa petite ogive nucléaire sur Moscou, sur Paris, à votre avis, qui va gagner? Est-ce que vous avez un bunker anti-atomique? Bien sûr. Non, Macron a peut-être un bunker anti-atomique à l'Élysée, mais les gueux que nous sommes n'en avons pas. Et on n'a pas l'intention de crever pour les beaux yeux de la Macronie. Il se trouve donc que actuellement, du point de vue du droit international,
Il paraît qu'on n'est pas du tout co-belligérants. Nous ne sommes pas co-belligérants, nous sommes neutres. Nous soutenons à mort le régime de Zelensky, mais nous sommes neutres. Bon, on va vérifier ça. La France a ratifié un certain nombre de traités, notamment les conventions de La Haye de 1907, qui disposent dans leur article 4 que les États neutres ne peuvent pas former des troupes de combattants sur leur propre sol d'un État belligérant. Donc ça veut dire que lorsqu'on va former des pilotes d'avion ukrainiens, que l'on va former des artilleurs ukrainiens, que l'on va former des troupes ukrainiennes en France, on viole les traités que nous avons ratifiés sur la question de la neutralité, et nous sommes donc de fait co-belligérants contre la Russie. Nous sommes en état de guerre, sans le dire, contre la Russie. Je ne sais pas si vous voulez vraiment que l'on arrive à cette guerre. Parce que une fois que l'on enverra des troupes en Ukraine, la Russie sera tout à fait légitime à dire non seulement je vais envoyer quelques missiles à la gueule des soldats français qui sont à Odessa, pour régler la question, mais puisque la France a décidé de me déclarer la guerre directement, d'être co-belligérant directement, pourquoi ne pas envoyer quelques missiles directement sur la France? La Russie serait dans son bon droit. Nous avons un fou qui nous pousse à la guerre. On se pose souvent la question quand on regarde les guerres passées, la première, la deuxième guerre mondiale, en se disant mais comment nos aïeux n'ont-ils pas réussi à empêcher les fous qui étaient au pouvoir à l'époque, qui faisaient déjà de la propagande de guerre, comment ils n'ont pas pu empêcher ça? Eh bien regardons-nous maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment que la majorité des Français font quelque chose? Est-ce que vous avez vous-même interpellé votre député pour dire ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fous? Est-ce que vous avez écrit au président de la République? De vraiment extrêmement important, et on se rend compte que les médias en fait nous mènent à la guerre, donc c'est vraiment un sujet super important. On va repartir juste après que Karina nous fasse un petit discours qu'elle a préparé. Voilà. C'est vraiment un tout petit discours. Je tenais quand même à rappeler, parce que figurez-vous, Vigimedia existe depuis trop longtemps, pour ne pas rappeler que c'est un collectif qui dénonce les mensonges qui sont dits à travers les médias mainstream, les médias de grand chemin. Vous pouvez joindre Vigimedia. Voici l'adresse ici, www.vigimedia.info. Dites-nous l'impact que cela a eu sur votre quotidien, hier, aujourd'hui et plus tard, compte tenu de ce que vient de décrire Sylvain, dans le climat dans lequel nous sommes, qui est complètement anxiogène. Et bien moi, je voudrais vous rappeler quelque chose de la part de ce président qui nous gouverne actuellement. Il se trouve que quand il était beaucoup plus jeune, il a écrit un poème. Alors voilà ce que ça dit. En 1993, le jeune Emmanuel Macron a attiré l'attention professeur de lettres par un texte d'une beauté fulgurante et prophétique. Voilà ce qu'il dit. Sur mon grand chemin, sur mon grand front jupitérien, siège d'une pensée trop complexe pour mes valeurs, pour mes valets journalistes, pardon, je reprends. Sur mon grand front jupitérien, siège d'une pensée trop complexe pour mes valets journalistes, sans parler des ouvrières illettrées, j'écris ton nom sur les grilles dorées des cliniques privées, temples de la médecine rentable, sur l'argent magique que je ne donnerai pas à l'hôpital public, sur mes courtoises mains qui applaudissent les soignants avant de les cogner. J'écris ton nom sur l'argent blanchi par les banques françaises dans les paradis fiscaux, sur les risibles feuilles d'impôt de mes amis les riches, sur le pognon de dingue dont je dépouille les pauvres. J'écris ton nom. Sur les rouages de l'éducation nationale, cette machine à trier ceux qui réussissent de ceux qui ne sont rien. Sur les culottes soyeuses des écoliers d'élite que jamais ne souillèrent les sordides bancs de l'école publique. Sur le sénateur que j'offre au premier de cordée pour faciliter leur ascension, j'écris ton nom. Sur la barbe virile et rassurante de maître Dupond-Moretti, sur la braguette magique de mon copain Gégé,
l'homme à qui l'on peut parler d'homme à homme, sur les matraques calmant les hystériques dans le métro parisien où on les a traînés, j'écris ton nom. Sur le papier glaçant de Valeurs Actuelles, le magazine des Français de bonne souche, sur les armes non létales mais malveilleusement mutilantes des forces de l'ordre nouveau, sur les murs des commissariats qu'imprègne un sang impur originaire d'Afrique, j'écris ton nom. Sur les plages de Mayotte, où j'aime à taquiner les Comoriens noyés, sur les repas qui ne seront pas distribués aux migrants de Calais ou aux enfants, sur les murs inhumains des centres de rétention, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je commencerai un nouveau mandat. Je suis né pour te nommer, pour te jeter au visage des boucs émissaires. Je suis né pour te faire triompher. Séparatisme.